50 ans. Un demi-siècle à croire à un mensonge. J'ai passé des nuits blanches, pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. J'ai fait dire des messes pour un homme que je croyais mort. Mais à 74 ans, la vérité est venue frapper à ma porte et a détruit tout ce en quoi je croyais. Je m'appelle Lucette Morel, et voici l'histoire de comment j'ai découvert que mon mari n'était jamais mort. Il avait simplement choisi de disparaître. J'ai passé toute ma vie à Nantes. L'odeur du marché aux épices, le bruit des mouettes au-dessus du port, les pavés humides du quartier Bouffay. C'était le décor de mon enfance. Je grandissais au marché avec ma mère, vendant des herbes et du poisson séché, pendant que mon père passait des jours en mer, à pêcher au large. Très tôt, j'ai compris que le monde n'était pas tendre avec les femmes comme moi. Mais même dans mes pires cauchemars, je n'aurais jamais imaginé que le destin me réserverait une douleur aussi profonde. Avant de continuer, dis-moi, d'où regardes-tu cette histoire? Écris-le en commentaire. Savoir que ma voix t'atteint me donne la force de raconter chaque détail. Et crois-moi, cette histoire a des rebondissements que tu n'imaginerais jamais. Je me suis mariée jeune, à 22 ans, avec Antoine. Un homme fort, travailleur, toujours souriant. Je l'ai rencontré au marché. Il vendait du poisson. Ça a été le coup de foudre. En quelques mois, nous étions mariés. Et peu après, notre fils Julien est né. Notre maison était modeste, une petite maison en bois au bord de la Loire, mais c'était suffisant. Je me sentais heureuse, comblée. Mais c'est justement au moment où j'ai baissé la garde que la vie m'a porté son coup le plus cruel. C'était un jour comme un autre. Antoine est parti tôt, disant qu'il devait aller chercher un paiement en retard. Il m'a embrassée sur le front et a promis de rentrer avant la tombée du jour. Mais il n'est jamais revenu. Ce soir-là, quand le soleil a disparu derrière les toits et qu'il n'était toujours pas là, j'ai senti un frisson me parcourir le dos. Quelque chose en moi savait. Ma vie ne serait plus jamais la même. Cette première nuit, j'ai essayé de me convaincre qu'Antoine avait seulement été retardé. Peut-être que son patron avait mis du temps à le payer. Peut-être qu'il s'était arrêté quelque part sur le chemin. Mais à l'aube, quand il n'était toujours pas rentré, quelque chose en moi s'est brisé. J'ai pris Julien dans mes bras et je suis partie au marché, demandant à tous si quelqu'un avait vu mon mari. Personne ne savait rien. C'était comme si Antoine s'était évaporé. 2 jours plus tard, je suis allée au commissariat. Les policiers m'ont écoutée sans grand intérêt. Ils ont demandé si on s'était disputé, s'il avait des ennemis, s'il buvait. Mais la question qui m'a le plus blessée, c'est quand l'un d'eux m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Vous êtes sûr qu'il ne vous a pas quitté ?» Mon cœur refusait d'y croire. Antoine m'aimait, il aimait notre fils, il ne nous aurait jamais abandonnés. Les jours sont devenus des semaines, puis des mois, et enfin, une année entière s'est écoulée. Et Antoine restait introuvable. Les gens ont commencé à me regarder avec pitié. Certains chuchotaient qu'il avait sûrement été agressé et jeté dans le fleuve. D'autres disaient qu'il avait pu embarquer sur le mauvais bateau et mourir en mer. Mais la vérité, c'est qu'il n'y avait pas de corps. Aucune piste, rien, juste le silence. Et moi, un bébé dans les bras. L'église a célébré une messe de 7e jour, malgré l'absence de preuves de sa mort. J'y suis allée, tenant Julien contre moi, la gorge nouée. « Sois forte », me disaient les gens. « La vie continue », disait-il.
Mais comment continuer quand la personne qu'on aime disparaît sans laisser de traces? Comment avancer quand il ne reste que le vide? Je ne voulais pas l'accepter, mais j'ai dû le faire. Julien avait besoin de moi. Je suis devenue marchande au marché de Talensac. Je vendais des plantes médicinales, du poisson séché. Je lavais aussi du linge pour des familles aisées. Chaque centime comptait. Il n'y avait pas de place pour le deuil, ni pour l'espoir. Mais au fond de moi, quelque chose persistait. J'attendais encore. Je rêvais qu'Antoine frapperait un jour à la porte pour dire que tout cela n'était qu'une terrible erreur. Le temps, pourtant, a été cruel. J'ai appris à vivre avec le vide qu'il avait laissé. Les années ont passé comme un fleuve qui ne regarde jamais en arrière. Julien a grandi, il a étudié, il est devenu avocat. Mon garçon a réussi dans la vie. C'était ma seule fierté. Mais moi, je survivais. Mon cœur portait encore le poids d'un deuil sans corps, d'un adieu qui n'a jamais eu lieu. Les gens m'appelaient veuve. Et avec le temps, j'ai fini par y croire aussi. Le passé est devenu un fantôme que j'évitais. J'ai travaillé sans relâche. J'ai fui toute idée d'aimer de nouveau. Mon rôle dans ce monde était clair. Être la mère de Julien, rien d'autre. Peu à peu, j'ai accepté que certaines questions ne trouveraient jamais de réponse. Antoine était devenu une ombre dans ma poitrine, un nom murmuré dans mes prières. Jusqu'au jour où tout a changé. C'était un après-midi. Je cousais sur la véranda quand Julien est arrivé, le visage pâle, un papier froissé à la main. Mon cœur s'est emballé. « Maman, tu dois lire ça !» a-t-il dit en tendant le papier. Je l'ai pris d'une main tremblante et j'ai lu, lentement. Le nom d'Antoine était là. Vivant, marié, résidant à Lyon. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Mes yeux me brûlaient, ma tête tournait. C'était impossible, impossible. J'ai passé 50 ans à pleurer un homme qui n'était jamais mort. J'ai porté un deuil qui n'a jamais existé. Julien tenait ma main, attendant ma réaction. « Maman, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. J'ai inspiré profondément. L'air était lourd dans ma poitrine. Il n'y avait qu'une seule réponse possible. « On va à Lyon !» Les mots sont sortis nets, chargés de décennies de douleur. J'avais besoin de le regarder dans les yeux. J'avais besoin d'entendre de sa bouche pourquoi il nous avait abandonnés. 50 ans dans l'ombre. Mais maintenant, il était temps de faire face à la vérité. Je n'aurais jamais imaginé qu'à 74 ans, je ferais une valise pour affronter un fantôme du passé. En pliant mes vêtements, mes doigts tremblaient. Pas de peur, mais de colère. 50 ans à pleurer un homme qui ne méritait même pas mes larmes. Julien acheta les billets, et avant que je ne puisse hésiter, nous étions dans l'avion. C'était mon tout premier vol, mais ce qui faisait battre mon cœur, ce n'était pas la hauteur, c'était l'idée de croiser le regard d'Antoine et d'entendre sa misérable excuse. Elle avait 65 ans, un visage doux, un sourire accueillant. Elle me regarda sans comprendre, puis se tourna vers Antoine, attendant une explication. C'est là que j'ai compris. Il ne lui avait jamais parlé de moi. J'étais un secret, un passé qu'il avait enterré. Le regard paniqué qu'il m'a lancé disait tout. Il me fixait comme si j'étais un fantôme. Et peut-être que je l'étais. Un fantôme venu réclamer une dette jamais payée. J'ai avancé d'un pas. Mon cœur brûlait. Mon sang battait dans mes oreilles. Ma voix est sortie ferme, chargée de 50 ans de rancune. « Raconte-lui, Antoine.
Dis-lui comment tu m'as laissé seule, un bébé dans les bras. Dis-lui comme tu m'as fait pleurer un mort qui n'a jamais existé. » La femme a écarquillé les yeux. Il a avalé sa salive. Pour la première fois, j'ai vu de la peur dans ses yeux. Un silence de plomb s'est abattu sur la pièce. Alors il a baissé lentement la tête et a murmuré. Je ne savais pas comment revenir. » Les mots étaient faibles, vides. Mon estomac s'est noué. « Tu ne savais pas comment revenir ?» ai-je répété, envahi par la colère. « Alors tu as préféré faire comme si on n'avait jamais existé? Tu as trouvé plus facile de m'enterrer vivante, de me laisser pleurer pendant que tu refaisais ta vie. » Ses yeux se sont remplis de larmes. Il a regardé sa femme, qui le fixait comme si elle ne le reconnaissait plus. Elle a croisé les bras et, d'une voix ferme, a demandé « Antoine, de quoi elle parle ?» Mais il n'a rien répondu. Il a seulement baissé la tête. Un homme vaincu. Et c'est à ce moment précis que quelque chose a changé en moi. Pendant 50 ans, j'ai pleuré cet homme. J'ai souffert. J'ai travaillé. J'ai survécu à un deuil qui n'était même pas réel. Mais là, en le voyant si petit, si pitoyable, j'ai compris. Il n'avait jamais été assez fort pour mériter mes larmes. Et soudain, ma colère s'est transformée. Ce n'était pas du pardon. Je ne lui pardonnerai jamais. Mais c'était une libération. J'ai compris que je n'avais plus besoin de réponse, plus besoin de rien venant de lui. J'ai regardé Julien. Mon fils restait immobile, témoin de tout, comme s'il comprenait enfin le poids de ma douleur. J'ai pris sa main, respiré profondément. L'air semblait plus léger. Sans hésiter, j'ai dit « On s'en va ». Ma voix était calme, irrévocable. Et à cet instant, j'ai su. Je ne regarderai plus jamais en arrière. Quand j'ai tourné le dos, j'ai entendu Antoine sangloter doucement. Mais je ne me suis pas arrêtée. Je ne me suis pas retournée. Je suis sortie de cette maison sans regret, sans nostalgie, avec seulement la certitude que ce chapitre de ma vie était terminé. Pendant des années, j'ai été prisonnière d'une histoire inachevée. Mais désormais, c'était moi qui tournais la page. Le taxi nous a ramenés à l'hôtel. Le silence était lourd. Mais en moi, quelque chose s'était apaisé. Pour la première fois en 50 ans, je me sentais libre. Julien brisa le silence. « Maman, tu vas bien ?» Je l'ai regardé, et dans ses yeux, j'ai vu la même douleur, celle qu'il avait portée en silence, tout ce temps. Ce deuil n'avait pas été seulement le mien, il avait été le sien aussi. J'ai serré sa main et j'ai souri. Un petit sourire, mais sincère. « Oui, mon fils, cette fois, je vais bien. » Et c'était vrai. Ce soir-là, je me suis assise sur la véranda de l'hôtel et je me suis regardée dans un miroir. La femme que je voyais, ce n'était plus celle qui était arrivée à Lyon. C'était une femme qui avait survécu à bien plus qu'un abandon. J'avais cru toute ma vie que j'étais veuve. Mais la vérité était encore plus simple. J'étais libre depuis le début. Le lendemain, nous avons pris le petit déjeuner à la réception. Julien proposa de reprendre le premier vol pour Nantes. Mais quelque chose en moi hésita. « Je veux rester un jour de plus », ai-je dit. Il me regarda, surpris, mais ne posa pas de questions. Peut-être qu'il savait déjà ce que moi-même, je ne savais pas encore. Mon histoire ne s'arrêtait pas ici. Quelque chose m'attendait encore. Je suis sortie marcher, sans but, sans passé, juste le présent. J'ai traversé le marché, observé les gens, respiré l'odeur des épices. Et c'est là, dans un petit café que je l'ai vue. Une vieille femme, seule. Elle faisait tourner une bague autour de son doigt.
ses yeux embués fixant le vide. Je n'avais pas besoin d'entendre son histoire. Je connaissais déjà sa douleur. Je me suis approchée sans réfléchir. « Je peux m'asseoir ?» ai-je demandé. Elle m'a regardée, surprise, puis a hoché la tête. Deux inconnus, partageant le même silence lourd. Nous avons commencé à parler. Elle s'appelait Stella, veuve depuis plus de 30 ans. Elle parlait de son mari, de l'absence, de la solitude. Pendant qu'elle parlait, quelque chose s'est réveillé en moi. Parfois, je crois que je ne sais plus qui je suis sans lui, a-t-elle murmuré. J'ai pris sa main et, avec douceur mais fermeté, je lui ai dit « Tu es bien plus que la femme qui a perdu quelqu'un, Stella. Tu es encore là, et il est encore temps de découvrir qui tu es vraiment. » Ces mots, ils étaient autant pour elle que pour moi. Quand je suis retournée à l'hôtel, Julien m'attendait à la réception. « Prête à rentrer à la maison, maman ?» m'a-t-il demandé. J'ai pris une grande inspiration et j'ai souri. « Oui, mon fils. Mais cette fois, je crois que je vais rentrer différente. » Il a ri, intrigué. « Différente comment ?» J'y ai réfléchi un instant. Cette fois, je vais rentrer légère. De retour à Nantes, tout semblait pareil. Les murs, les meubles, l'odeur du café, mais quelque chose en moi avait changé. J'ai passé la main sur la table de la cuisine, là où j'avais tant pleuré. Et j'ai su, à cet instant précis, que je ne le referai plus jamais. Le lendemain matin, je suis allée au marché de Talensac. J'ai marché entre les étals, sentant la vie battre tout autour de moi. Pour la première fois en 50 ans, j'étais là sans le poids du manque. C'est là, au milieu des marchands, qu'une idée a commencé à germer en moi. Quelque chose de nouveau, quelque chose que je n'avais jamais eu le courage d'essayer. Je suis rentrée, j'ai préparé du café et me suis assise sur la véranda. Et pour la première fois depuis des décennies, j'ai fait des projets pour l'avenir. Et surtout, j'ai réalisé que je méritais plus. Si j'avais passé 50 ans à survivre dans le passé, je voulais maintenant vivre le présent. Et peut-être construire un futur différent. Les jours suivants étaient au plus léger. Pour la première fois depuis 50 ans, je me réveillais sans cette boule dans la poitrine. Mais une question ne cessait de tourner dans ma tête. Si je n'étais plus la veuve d'Antoine, alors qui étais-je maintenant? J'avais tellement vécu dans la survie que je n'avais jamais appris à simplement vivre. Jusqu'au jour où, lors d'une promenade sans but, j'ai trouvé la réponse. Je suis arrivée dans une petite place. Un groupe d'enfants était assis sur un banc, tenant de vieux livres. Une petite fille tournait lentement les pages, comme si elle tentait de comprendre ce qui y était écrit. Puis un garçon a demandé « Qu'est-ce que ça veut dire ici ?» Personne n'a su répondre. Mon cœur s'est serré. À cet instant, quelque chose s'est allumé en moi. Combien d'enfants grandissent sans savoir lire? Combien de rêves meurent par manque d'opportunités? J'ai pris un des livres et me suis assise à côté de la fillette. « Vous voulez que je vous lise une histoire ?» ai-je proposé. Ils m'ont regardé, méfiant mais curieux. J'ai commencé à lire, à donner vie aux mots. Peu à peu, les enfants se sont rapprochés, captivés. Quand j'ai terminé, un petit garçon, Pierre, m'a regardé, les yeux brillants. « Madame, vous pourriez nous apprendre à lire ?» Mon cœur s'est serré, et sans même m'en rendre compte, ma nouvelle mission venait de commencer. Le lendemain, je suis revenue avec des cahiers. Le jour d'après aussi. Puis d'autres enfants sont arrivés. Et leur mère.
Certaines n'avaient jamais eu la chance d'aller à l'école. Un jour, Madame Lucie, 60 ans, m'a demandé timidement « Vous croyez que je peux encore apprendre ?» J'ai pris ses mains et j'ai souri. Il n'est jamais trop tard, Madame Lucie. Ce qui avait commencé comme un simple geste est devenu bien plus grand. Sans m'en rendre compte, ma vie avait trouvé un nouveau sens. Le temps a passé et mon petit groupe a grandi. Les gens ont commencé à offrir des livres, des cahiers, des crayons. Même des enseignants à la retraite sont venus m'aider. Un jour, Julien est venu pendant que j'enseignais. Il est resté là, silencieux, à regarder. Quand j'ai terminé, il s'est approché, les yeux remplis d'émotion. « Maman, tu as créé quelque chose d'extraordinaire. » J'ai pris ses mains et j'ai répondu « Je fais juste redonner ce que la vie m'a offert, mon fils. » Plus tard, il a insisté. « Ton projet mérite un nom. » Au début, j'ai refusé. Je disais que ce n'était rien, juste quelque chose de petit. Mais il n'a pas accepté cette réponse. Après beaucoup de réflexion, j'ai choisi des mots qui changent, parce que c'est ce que je voyais chaque jour. Le jour où une enfant a lu son tout premier livre toute seule, j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis des années. Et c'est là que j'ai compris. La vie n'est pas faite de pertes, elle est faite de recommencements. Si tu crois que tu as déjà tout vécu, réfléchis encore. Il y a toujours du temps pour réécrire ton histoire. Il y a toujours du temps pour apprendre, pour enseigner, pour commencer quelque chose de nouveau. Il suffit de faire le premier pas. Moi, j'ai cru pendant 50 ans que ma vie était finie. Mais en réalité, elle venait à peine de commencer. Et si cette histoire t'a touché, dis-le-moi en commentaire. Dis-moi ce que tu as ressenti. Parce qu'au fond, des histoires comme la mienne ne sont pas que des souvenirs. Ce sont des leçons de vie. La vie est un livre, et chaque jour est une nouvelle page. Je croyais que mon dernier chapitre était déjà écrit. Mais j'ai découvert que l'histoire ne se termine que quand on arrête de l'écrire. Et moi j'ai encore tant à raconter.